Bon, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation et cette opportunité venue de l'Académie royale. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir cette rencontre. Je viens d'arriver d'ailleurs du Parlement européen. Normalement, je fais aussi ce chemin pour aller contacter, travailler avec mes collègues à l'Université libre de Bruxelles. Mais en fait, maintenant, mes activités au Parlement sont tellement intenses que je dois être presque absolument concentrée là-dessus. D'autant plus que, comme vous savez, le Parlement démarre avec un agenda déjà très lourd et plein de défis. Et on est en face d'une commission qui a été investie pour la première fois d'une manière beaucoup plus claire par ce Parlement européen, parce que, comme vous savez, le président Jean-Claude Juncker a été vraiment élu par ce Parlement européen. Donc, c'est très intéressant de faire partie de cette expérience, d'avoir un contact si proche entre parlementaires et Commission européenne, et de, ensemble, tester de nouvelles solutions pour les grands défis européens. Bon, il se passe, comme on sait bien, qu'on est en face d'un contexte vraiment difficile, mais disons, l'histoire européenne, on le sait bien, a été toujours faite de ça, de répondre à des défis parfois qui paraissaient insurmontables. Et maintenant, pour être, disons, très synthétique, on est dans une situation qu'on n'avait pas prévue, je dois dire, même quand on a élu le président Juncker, c'est que tout d'un coup, l'Europe est confrontée avec des défis extérieurs de grande échelle et grandes implications. Tout d'abord à la frontière l'Est, avec la question de l'Ukraine, tout le voisinage est plein de conflits, donc depuis longtemps qu'on n'avait pas une situation comme ça. En plus, on est maintenant en face d'un nouveau type de tension, de menace qui vient de l'intérieur des sociétés européennes elles-mêmes. On l'a bien compris après les événements tragiques de Paris. Mais on a cela en se combinant avec des défis internes qui découlent du processus même d'intégration européenne. Et c'est de ça que je vais parler, parce qu'on va parler de quelque chose qui continue encore et qu'on désigne de crise de la zone euro. Et sur cela, je vais me concentrer de la manière suivante. J'ai eu l'occasion avec d'autres collègues de publier ce livre qui vient d'être introduit. C'est un livre qui fait partie d'un effort plus vaste conduit par mon ami, mon collègue, professeur Mario Terra, qui est là. Et quand il nous a demandé de préparer ce livre, et comme vous verrez, il a engagé plus d'une quinzaine d'auteurs renommés en Europe, on s'est dit tout de suite, voilà, on va avoir un problème parce qu'on travaille sur une question qui est en train d'évoluer chaque jour. Chaque jour, on a des nouveautés en ce qui concerne le problème de la zone euro, mais aussi des solutions possibles. Et ça continue, je dois vous dire, je vais vous parler de ça, je vais vous donner un aperçu. Mais à ce moment même où on parle, nous, au Parlement européen, on est en train de discuter de nouveau ces problèmes et peut-être d'autres solutions. Alors, mon idée, si on peut présenter ce thème de la manière suivante. Je vais un peu identifier les problèmes de départ. Je vais faire une synthèse très rapide d'une séquence d'innovations importantes qu'on a eues au cours des dernières années pour répondre à cette crise. Ensuite, je vais me centrer, c'est là qu'on va prendre plus de temps, sur la situation que l'on a actuellement et sur les solutions possibles. D'autant plus que, aussi par une coïncidence assez heureuse, on vient de recevoir au Parlement européen et dans le Conseil européen un premier document
produit par les 4 présidents des institutions européennes exactement sur cela. Quelles seraient les solutions d'avenir apportées à ce problème? Et donc, je vais me centrer exactement sur les défis actuels de la zone euro et les réponses qu'on pourra y apporter en faisant aussi référence à ce document qui vient d'être présenté par le président Juncker, président Tusk du Conseil européen, président Draghi de la Banque centrale européenne et président de l'Eurogroupe, M. Dijsselbloem. C'est de ça aussi que j'irai parler. Bon, de toute façon, j'aimerais vraiment mentionner le problème de départ parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en face avec une combinaison très complexe de crises. Même avant, on peut le dire, avant la crise financière démarrée en 2008, l'Europe était déjà en face de difficultés. Pas une crise, mais des difficultés, une perte de compétitivité assez claire par rapport notamment aux États-Unis, mais disons à l'environnement compétitif mondial, puisqu'on avait déjà l'émergence d'autres pôles, Chine, pour situer le plus évident, disons que l'émergence des puissances du Pacifique. Donc on avait cela. Sur cela, on a eu une crise financière. À l'époque, comme vous vous rappelez bien, on se disait, bon, la crise financière vient du côté américain, l'Europe est quand même plus protégée de cette crise parce qu'on a des conditions macroéconomiques plus stables, on a quand même des systèmes de protection sociale pour protéger les citoyens européens. Mais paradoxalement, vers 2010-11, on disait déjà que le continent le plus atteint par cette crise était l'Europe. Et ça pourquoi? Parce qu'entre-temps, cette crise financière a touché l'Europe dans ses points les plus fragiles de son architecture, a mis en relief les points fragiles de son architecture, et donc c'est comme ça qu'on a déclenché une crise d'une autre nature, crise de la zone euro, qui entre-temps s'est transformée dans une crise, à mon avis, encore plus profonde, parce que, à mon avis, aujourd'hui, on peut même parler d'une crise du processus d'intégration européenne. Et on va peut-être parler de ça. Alors, on a cette combinaison de crises. Il faut de toute façon reconnaître qu'au cours de ces dernières années, on a introduit toute une séquence d'innovations, de politiques économiques, financières et institutionnelles assez remarquables. Je vais les mentionner rapidement. Mais ce qui est vraiment un peu inquiétant, c'est qu'en dépit de toute cette séquence d'innovation, la crise est toujours là. Pas, disons, dans sa nature la plus dramatique telle qu'on l'a vécue vers 2011-2012, mais la crise est toujours là et elle s'exprime sur une croissance très très basse, une presque stagnation économique, un chômage élevé chronique et des divergences économiques et sociales qui s'approfondissent entre États membres et à l'intérieur des États membres. Alors, rapidement, quelle est, disons, la nouvelle boîte à outils que l'Union européenne a pu produire en dépit et pour répondre, en fait, à cette crise? C'est quand même, je peux vous dire, parce que je travaille depuis longtemps, c'est certainement la période historique où l'Union européenne a changé le plus rapidement sa gouvernance économique. Donc il y a vraiment une nouvelle boîte à outils. Tout d'abord sur le pilier budgétaire, parce qu'on a fait une réforme du pacte de stabilité et croissance, avec ce qu'on appelle two-pack, six-pack, ça c'est le langage bruxellois. On a
après ça, fait un traité, pas seulement budgétaire, mais pour la coordination et la gouvernance. Traité qui a été signé avec une logique intergouvernementale. Et plus récemment, déjà avec Commission Juncker, on a fait une clarification, ça c'est tout récent, une clarification de la discipline budgétaire pour ouvrir une certaine marge de manœuvre, une certaine flexibilité. Donc on a vécu cette discussion il y a 3 mois, tout récent. En ce qui concerne le pilier financier et monétaire, bon, on venait de ce choc énorme de la crise financière qui a débouché sur un grand effort en fait mondial, porté notamment par le G20 de régulation des marchés financiers. Après ça, on s'est convenu en Europe d'organiser un système de surveillance des banques. Et au moment plus dramatique de la crise, on a conclu qu'on avait même besoin d'aller plus loin et de bâtir ce qu'on appelle une union bancaire. Et maintenant, on a vraiment des pas importants pour cette union bancaire parce qu'on a une surveillance de toutes les grandes banques nationales par la Banque centrale européenne et on vient de produire, de construire un mécanisme, ce qu'on appelle résolution bancaire, un mécanisme en fait de mutualisation des risques si on est en face de banques avec des problèmes. Ici, c'est peut-être le domaine où l'on est allé plus loin dans le sens de bâtir des solutions vraiment communautaires, de partage des risques selon des conditions. C'est quand même important. Sur le volet économique, on a aussi introduit des transformations remarquables parce qu'on s'est dit qu'il faut approfondir la coordination des politiques économiques et on va le faire d'après un processus organisé qui a produit un renversement remarquable, à mon avis, parce que maintenant ce qu'on fait, c'est que dans le premier semestre de chaque année, on se met d'accord sur des priorités communes de politique économique et dans le deuxième semestre, on les adapte aux situations nationales. J'attire votre attention sur ce renversement parce que quand on parle de semestre européen, bon, on a l'impression de parler de quelque chose absolument anodine, mais ce n'est pas le cas, puisque derrière cette expression qui paraît neutre, semestre européen, ce qu'on a pu produire, c'est un vrai renversement de ce qui fait quoi le premier. Et on s'est mis d'accord que tout d'abord, on décide au niveau européen des priorités de politique économique et c'est après qu'on va les adapter à chaque situation nationale. Renversement, à mon avis, très significatif. Finalement, sur le volet politique constitutionnelle, bon, on n'a pas seulement mis en marche ce qu'on appelle l'Eurogroupe, d'après ce qui est prévu dans le traité de Lisbonne, donc réunion des ministres des Finances des États membres de la zone euro, mais un peu plus tard, on a même organisé à l'intérieur du Conseil européen une instance nouvelle qu'on appelle Sommet de la zone euro. Ce n'est pas facile de garantir des réunions régulières de ce sommet, mais il y a une codification de sommet, il y a des règles d'organisation et cela est aussi très significatif. Bon, donc on peut quand même être impressionné par tout cet éventail d'instruments nouveaux, mais en dépit de ça, on sait bien que les problèmes continuent parce qu'on a d'une part des taux de chômage très élevés. L'Europe n'a jamais eu une telle divergence de taux de chômage. On peut avoir des régions et même des pays avec des chômages normalement, notamment je parle du chômage jeune,
ce taux de chômage peut atteindre le niveau de 50%, chômage jeune, et dans d'autres régions, taux de chômage jeune seulement 5%. Donc on a ce contraste, 50%, 100%. Ce qui nous amène à penser que l'Union économique et monétaire est devenue une machine à produire des divergences. Bon, je vais parler de ça un peu plus tard, mais c'est ça qui est toujours en cours, même si je dois dire qu'en ce qui concerne les taux d'intérêt, on a quand même pu réduire l'éventail, mais ce qui est impressionnant, c'est que, en dépit d'une action très énergique de la Banque centrale européenne, qui a peut-être été l'institution avec plus de une approche plus osée dans la manière de répondre à la crise. En dépit de ça, on a pu, comme ça, réduire les taux d'intérêt, mais on garde toujours de grandes divergences en ce qui concerne taux de croissance et surtout taux de chômage. Donc, on a toujours ce problème. Et on sait bien que ce problème, qui est un problème d'ordre économique et social, est aussi devenu un problème d'ordre politique. Puisque maintenant, on a une difficulté de, disons, compréhension mutuelle, d'entente entre des pays qui sont dans une situation très différente. Il y a quelques-uns qui se plaignent de trop d'efforts de réforme, d'efforts de réforme et trop de situations trop pénibles d'austérité, d'une part, et d'autre part, d'autres pays qui conviennent qu'ils sont parvenus à la limite de la solidarité européenne qu'ils peuvent fournir. Et donc, on a une polarisation de position qui est devenue une polarisation aussi de position politique, puisqu'on voit un peu partout l'émergence du courant politique et même partis politiques plus eurosceptiques, même anti-européens, disons, plus à droite ou plus à gauche dans l'éventail politique. Et moi, maintenant que je suis membre du Parlement européen, je le vois tout le temps quand j'entre dans les séances plénières du Parlement, notamment à Strasbourg. C'est assez frappant de voir tous ces extrêmes qui ont gagné de l'importance dans la façon dont les sièges parlementaires sont distribués. Donc c'est très impressionnant, on le voit tout de suite. Et on se demande, c'est notre question que nous nous posons en tant que parlementaires, est-ce que lors de la prochaine échéance électorale, est-ce que ces présences extrêmes vont augmenter d'importance? Donc c'est quand même assez inquiétant. Bon, je dois vous dire que, parce que je travaille toujours sur ce thème parmi d'autres, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs projets, mais je vais mentionner un projet sur ce thème que j'ai pu conduire avec d'autres collègues, qui a été soutenu par plusieurs fondations européennes, dont ici en Belgique la Fondation du Roi Baudouin, mais d'autres fondations en Allemagne, Bertelsmann, Allianz, Bosch et d'autres fondations très importantes en Europe, et dont le but était tout d'abord identifier comment les Européens se positionnaient par rapport à cette crise. Et on a fait un test très simple, parce qu'on a identifié 4 scénarios possibles d'évolution à partir de cette situation. Et on a ensuite parcouru presque tous les États membres pour savoir quelles seraient les préférences. Et les scénarios qu'on a identifiés étaient fragmentation de la zone euro et en fait de l'Europe, première possibilité, dans un extrême. Dans l'autre extrême, ce qu'on peut appeler un gros saut du type fédéral, dans l'autre extrême.
Et entre les deux scénarios opposés, on avait quelques scénarios intermédiaires, dont l'un était, bon, on doit poursuivre avec une réponse à la crise, mais pas à pas, d'une manière prudente. Et un autre scénario qui disait, non, mais cela n'est pas suffisant, il faut adopter des mesures plus ambitieuses. Bon, si vous me demandez quelles étaient les préférences, en synthèse, moi j'ai fait, je pense que 18 États membres, sur plusieurs formes, séminaires, conférences, pour écouter les préférences. Et la conclusion que nous, on a retirée, parce qu'on a une grande équipe pour écouter un peu partout, a été la suivante. C'est clair que la majorité des Européens ne veut pas la fragmentation, c'était très clair, mais c'est aussi clair que la majorité des Européens hésite beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler un saut fédéral. Parce que ce n'est pas clair, c'est complexe, il y a l'incertitude, on ne voit pas très bien comment. Alors, ce qu'on a conclu, c'est que la plupart des Européens se partagent entre les deux scénarios intermédiaires, mais je dois vous dire que, pour être plus précise, on a eu des Européens qui préféraient les deux scénarios partout en Europe, mais c'était assez clair que dans les pays plus au nord, la majorité préférait, disons, le scénario prudent, de réponse pas à pas, et dans les pays plus au sud, on avait une majorité qui préférait un scénario de pas plus ambitieux. Donc je fais une synthèse vraiment très synthétique. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que c'était clair le rejet de la fragmentation, c'était aussi clair l'hésitation par rapport au saut qualitatif, et c'était aussi clair une certaine division de sensibilité entre avancer d'une manière très prudente ou aller de l'avant avec des mesures plus innovantes. Bon, et c'est de ça que je vais parler maintenant. Parce que, comme la crise est toujours là, et les divergences sont toujours là, et le danger, à mon avis, les risques pour le processus d'intégration sont toujours là, il faut vraiment approfondir cette discussion. Si on a besoin de pas plus ambitieux, quels seraient les pas? Et par quelle séquence? Parce qu'évidemment, la séquence aussi intéresse énormément. Or, ce débat maintenant est d'une actualité énorme, puisque, comme j'ai bien souligné au début, les 4 présidents des institutions européennes viennent de présenter une première note pour lancer le débat, et ils agissent selon un mandat qui a été donné par le Conseil européen lui-même, en attendant des conclusions vers juin. Bon. Je vais vous dire franchement, j'ai beaucoup de doutes qu'on pourra parvenir à des conclusions assez claires dans une échéance tellement courte, juin. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'on va avoir un débat très important et où les opinions restent très contrastées. Alors, je vais essayer de contribuer à cette discussion. D'autant plus qu'en fait, au Parlement européen, on se prépare déjà pour y participer activement, en faisant, disons, les pas suivants. Je pense que, avant d'entrer dans la discussion vraiment chaude et difficile entre Européens, c'est quand même intéressant de regarder un peu l'expérience internationale historique des processus d'intégration. Et même, je dirais, des processus de construction de fédération. Bon, on est très loin de là. On est au maximum ce que Jacques Delors appelle une fédération d'États-nations, ce qui est, à mon avis, un concept qui reste toujours très, très fertile. Mais de toute façon, c'est intéressant de regarder ce qu'on a eu du point de vue d'expérience historique, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'on n'a jamais eu une zone monétaire qui puisse survivre sur le long terme si elle n'est pas combinée avec une union budgétaire. Ça, c'est une conclusion qu'on peut
retiré de toute l'expérience internationale. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est le suivant. Quand on a dessiné cette union monétaire, et déjà à l'époque, on a eu toute cette discussion en fait, il faut rappeler ça, on se disait, bon, c'est bien qu'une union monétaire, pour survivre, elle doit être basée sur un processus de convergence. Il faut que la convergence fonctionne, parce que si on a la divergence, la zone monétaire est condamnée sur le long terme. Alors, comment peut-on développer cette convergence? Bon, il faut un marché unique, il faut mobilité des facteurs, ça c'est sûr, mobilité du capital, des services, des produits, une certaine mobilité du travail. Mais ce qu'on a conclu à l'époque, c'est peut-être c'est pas suffisant. Et il faut combiner cela avec une union budgétaire. Alors on peut se demander une union budgétaire pour faire quoi? Exactement pour soutenir les États membres chaque fois que quelques États sont exposés à ce qu'on appelle des chocs asymétriques, première fonction. Deuxième fonction, soutenir une convergence structurelle du point de vue de capacité d'investissement. C'est aussi très important. Et troisième fonction, une certaine fonction de redistribution du revenu. Bon, qu'est-ce qu'on a pour le moment? Des trois choses que je viens d'annoncer, on a seulement la troisième. On a une certaine réduction du revenu de petite échelle qui est exécutée par le budget communautaire. Mais comme ce budget communautaire, et notamment les fonds structurels, c'est vraiment un très petit morceau du PIB européen. Le budget communautaire, c'est 1%, comme vous savez, du PIB. L'effet de redistribution est très limité. Il est important pour quelques régions, mais limité. Mais par contre, on n'a rien qui puisse être appelé un instrument de réponse au choc asymétrique. Si un État membre est touché par une crise, il n'a pas de moyens de soutien au niveau européen, et encore moins de convergence structurelle. Bon, on a ce problème, donc ça veut dire qu'on est en face, nous, la zone euro, on est en fait une union économique et monétaire incomplète. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de nouveau, l'expérience internationale est intéressante. Parce que, tout d'abord, on constate qu'il y a des unions budgétaires différentes. Je souligne cela parce que parfois on dit, bon, il faut s'inspirer des États-Unis. Pas nécessairement. Parce qu'il y a d'autres types d'unions budgétaires. Par contre, il y a une chose qui est inquiétante, c'est que la plupart des unions économiques et monétaires ont commencé par s'organiser comme union politique. Donc la séquence a été différente de la nôtre. Parce que nous, en Europe, on s'est engagé dans une séquence qui était tout d'abord bâtir une union économique, espérer qu'elle pourrait conduire à une union monétaire, ensuite conduire à une union économique et à la fin une union politique. Dans la plupart des cas qu'on connaît, on a fait exactement l'inverse. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de solution. Peut-être qu'on aura, mais il faut vraiment discuter à fond. Et c'est là qu'il faut clarifier quel type d'union budgétaire et quel type d'union politique. Parce que, tout d'abord, il y a des types différents d'union budgétaire. Le cas américain, c'est d'ailleurs un cas assez spécifique, parce que les États qui composent les États-Unis de l'Amérique ne peuvent pas compter avec des possibilités de sauvetage.
Ils savent cela d'avance. Donc, ils sont engagés avec discipline budgétaire propre. Mais par contre, ils comptent sur un budget fédéral de grande taille. C'est la différence. Vous avez d'autres unions budgétaires où les États ont une discipline avec une certaine marge, mais ils peuvent compter avec des moyens de sauvetage. Ayant un budget fédéral un peu plus développé. C'est le cas du Canada. Le cas européen, c'est un cas hybride. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas compter avec un sauvetage. Maintenant, à cause de la crise tellement violente, on vient se doter d'un mécanisme de sauvetage, mécanisme européen de stabilité. Mais par contre, ce qu'on pourrait appeler un budget fédéral reste très petit. Donc, on a l'impression qu'on reste toujours à mi-chemin. Et alors, on pourrait se demander, mais quel est le rapport entre ça et l'architecture de l'union politique? Ça, c'est aussi très intéressant. Parce que parfois, on se dit, il faut s'inspirer de nouveau des États-Unis. Moi, je dois vous dire, j'ai des doutes là-dessus. Parce que le fédéralisme américain, c'est de nouveau très, très spécifique. C'est un fédéralisme où le partage de compétences entre le niveau étatique et fédéral est fait selon les fonctions. Exemple, défense, sécurité, c'est une fonction fédérale, fondamentalement. Politique de recherche, c'est plutôt fédéral. Mais par contre, politique qui concerne plus des services sociaux de base, c'est plutôt étatique, pour certains services. Tandis qu'en Europe, ou peut-être avant de parvenir à l'Europe, si on regarde le fédéralisme allemand, très intéressant de regarder ce système fédéral, on a un partage de compétences entre le niveau fédéral et étatique qui est ce qu'on appelle coopérative. Une même fonction, imaginons politique industrielle, est partagée entre le niveau fédéral et le niveau étatique des Länder. Et c'est intéressant de voir ça parce que quand on regarde les traités de l'Union européenne, on garde l'impression que nous, on est quand même plus proche du modèle allemand que du modèle américain, ça c'est sûr. Parce que vous avez toute la typologie de partage des compétences dans l'Union européenne, c'est une compétence. La plupart des politiques sont objets d'un partage de compétences entre le niveau européen et le niveau national. Donc c'est quand même intéressant. Ce qui veut dire, à mon avis, que le chemin pour bâtir une capacité budgétaire en Europe, c'est quand même différent de celui qu'on a pris aux États-Unis. Donc on sait bien qu'on a une lacune dans l'Union économique et monétaire, mais peut-être que le chemin va être un peu différent à cause de ça, à cause d'une architecture politique qui est quand même très différente de celle qu'on a aux États-Unis. Voilà, cela dit, maintenant je me centre sur, et c'est ma dernière partie, sur les choix avec lesquels on est confronté maintenant. Et je vais vous présenter les choses telles qu'elles sont discutées maintenant par les institutions européennes. Parce qu'il faut rappeler qu'on vient d'avoir maintenant cette note présentée par le président Juncker et les autres trois présidents, mais en fait, cette note découle tout un travail de fond qui a été mené dans le mandat précédent par les 4 présidents et notamment par le président Van Rompuy. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a un document important coordonné par le président Van Rompuy qui disait le suivant: il faut reconnaître que cette union économique et monétaire est incomplète, qu'il faut la compléter, il faut voir qu'est-ce qui manque dans 5 piliers: bancaire, financier, économique, budgétaire, politique
et aussi en fait sociale. On a conclu qu'on a besoin aussi d'une dimension sociale. Et donc, je vous termine en faisant ce bilan très rapide, en disant le suivant. Qu'est-ce qui manque? Sur le pilier bancaire, il faut compléter l'union bancaire. C'est là qu'on a avancé le plus, mais il y a encore des mécanismes qui manquent. Et il faut aussi mettre en marche tout ce qu'on a convenu, notamment les mécanismes de réduction bancaire. Pilier économique, très important. Il y a énormément de choses qui manquent. Parce qu'on n'a pas une vraie coordination de politiques économiques, notamment entre les pays à surplus et les pays à déficit. Parce qu'on n'a pas une capacité communautaire d'investissement qui puisse complémenter la capacité nationale. Là, c'est très important, j'attire votre attention, parce qu'on est vraiment en train de discuter quelque chose de nouvel, qu'est-ce qu'on appelle le plan d'investissement Juncker. Juncker vient de présenter l'idée de créer un nouveau fonds pour soutenir l'investissement stratégique en Europe. Ça, c'est très important et ça pourra profiter ce pilier économique. Ensuite, sur le pilier, disons, social, très incomplet. Tellement complet que maintenant, on a cette situation incroyable. Moi, je vais souvent aux réunions préparatoires des conseils des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des ministres qui se plaignent de taux de chômage très élevés dans leur pays et d'autres ministres qui se plaignent d'un risque très élevé de dumping social. Et tous les deux ont raison. Il y a deux problèmes en Europe. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, en fait, ce sont les deux faces de la même pièce de monnaie. On a du dumping social parce qu'on a une masse croissante de gens qui ne trouvent pas de l'emploi chez eux et donc ils le cherchent ailleurs. Et parfois, ils acceptent de venir travailler ailleurs sous des conditions qui ne sont pas les conditions de ces pays d'accueil. Et donc, évidemment, la solution pour cela, c'est contrôler le dumping social d'une part, mais d'autre part, relancer la croissance et la création d'emplois dans les régions de départ. Il faut travailler les deux. Et donc, ça, c'est un processus qui est bloqué par la façon dont l'Union économique et monétaire est en train d'opérer maintenant. Et évidemment, on comprend tout de suite les implications politiques de ça. C'est préoccupant, cette situation, évidemment. Finalement, sur le pilier politique, et je termine avec ça, et c'est peut-être là le plus complexe. Parce que si on avance, je dois encore mentionner le pilier budgétaire, parce que comme ça on comprend mieux. Sur le pilier budgétaire, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une discipline budgétaire plus précise maintenant, mais c'est évident que si les États membres acceptent cette discipline budgétaire commune, ils acceptent des limites à leur capacité d'investissement, qui est maintenant très limitée. Et donc, ça montre qu'il faut bâtir quelque chose d'autre qu'on appelle capacité budgétaire de la zone euro, qui pourrait complémenter les États membres dans ce qu'ils ne peuvent plus faire. Si on arrive à cela, bon, c'est évident qu'on débouche sur la discussion de comment financer cette capacité budgétaire. Donc, on débouche sur toute la question de la politique fiscale en pot commune, ou convergence, ou harmonisation, parce que sans ça, ce n'est pas possible. Et là, quand on arrive à cela, on connaît très bien cette question de l'histoire mondiale, et même dans ce cas américain, there is no taxation without representation. On est là. Ce qui veut dire qu'on débouche sur tous les débats sur l'union politique.
Parce qu'à la fin, on doit se doter des moyens politiques pour prendre des décisions démocratiques sur tout ce que je viens d'énoncer. Et ça veut dire que on arrive à un moment, et on est là en fait, où si on a des décisions critiques qui sont prises par l'Eurogroupe Finance, qui sont ensuite soutenues par le sommet zone euro, il faut avoir le contrepoids de ça à l'intérieur du Parlement européen. Et je dis bien à l'intérieur, ce n'est pas en parallèle. Moi, je ne suis pas en faveur de créer une chambre parallèle au Parlement européen. Non, il faut que le Parlement européen s'organise à son intérieur pour répondre, pour fournir la légitimité démocratique par rapport à ces décisions. Bon, je dois vous dire que cette discussion n'est pas facile du tout à l'intérieur du Parlement européen, mais il faut l'entamer, absolument, il faut l'entamer. Et en même temps, voir comment associer les parlements nationaux, parce qu'ils sont vraiment intéressés à cela, parce qu'on a des processus maintenant d'interaction, de dialogue avec les parlements nationaux, donc il faut aussi voir comment résoudre ce problème. Et je termine en disant le suivant. À mon avis, on commence à avoir tous les éléments nécessaires sur la table de ce qui manque dans tous ces piliers. Ça commence à être assez clair. Ce qui n'est pas clair du tout, je vais vous dire, c'est deux choses. Quelle est la séquence de la discussion qu'on doit encourager? Et deuxième chose, quel est vraiment le contenu de l'accord politique, du contrat, du New Deal dont on a besoin? Parce que New Deal, c'est un contrat, c'est une combinaison de droits et devoirs. Et il faut savoir l'énoncer d'une telle manière qu'il puisse obtenir un consensus. Moi, je peux vous dire, et je termine vraiment comme ça, moi j'ai testé une formule possible pour cela un peu partout en Europe et pour des sensibilités très différentes. Et je suis parvenue à quelque chose, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est peut-être plus polémique, mais ensuite on ouvre le débat, on va voir. C'est que moi, j'ai conclu qu'il y a, disons, une présentation, explication de ce New Deal qui pourrait peut-être être acceptée, qui est de dire comme ça. Si les États membres qui composent la zone euro acceptent de réguler leur système financier bancaire pour garantir responsabilité financière, ils peuvent compter avec une solidarité européenne. Donc, s'ils font un effort de responsabilité, ils peuvent compter avec solidarité européenne en cas de crise bancaire, etc. Premier point. En ce qui concerne le pilier économique, si les États membres acceptent de procéder à un ensemble de réformes pour devenir plus compétitifs, ils pourront compter avec une solidarité européenne en ce qui concerne les moyens pour investir. Troisième élément, si les États membres acceptent de respecter des normes sociales de base, ils pourront compter avec des mécanismes européens de soutien à leur politique d'emploi. Bon, comme vous savez, on parle même d'une assurance européenne de chômage. Et finalement, si les États membres acceptent discipline budgétaire commune et convergence fiscale impôt, ils pourront compter avec un embryon de capacité budgétaire commune. Bon, je termine cela en disant ce que je viens de vous dire maintenant. Je sais bien, je suis en train de marcher, c'est pas sur l'eau, c'est sur le feu.
Donc, je ne sais pas du tout si j'ai le bon énoncé de tout cela, mais c'est pour vous dire qu'il faut tester plusieurs formulations de ce contrat, de ce New Deal, parce qu'à mon avis, on est en train de, je ne sais pas si réinventer, mais de mettre à jour le ADN européen à cause de ça. Et voilà, je termine comme ça. Grand merci.